Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité, Raïm Corsia. Bonjour. Bonjour. Alors vous dites souvent que vous êtes un amoureux de la République, c'est bien ça, hein, Raïm Corsia? Alors oui, c'est quoi c'est pas ma spécialité. C'est globalement ce qu'a toujours été le rabbinat français. Je pense à Kaplan évidemment. Je pense aux grands maîtres du judaïsme français depuis que le consistoire est consistoire. Alors c'était pas la République, c'était l'Empire. Mais sous tous les régimes, on a aspiré à cette société qui s'appelle la République. Et c'est quoi être un amoureux de la République? C'est s'engager pour cette République, défendre des valeurs de fraternité, défendre des valeurs d'engagement, et ne pas considérer que c'est juste quelque chose qui est présent pour nous aider, mais pour lequel on n'a rien à faire. Il y a des droits, c'est le principe de la République, mais aussi des devoirs. Et alors, c'est quoi pour vous le fond commun de la pensée juive? C'est la même chose, c'est l'engagement, et c'est mettre quelque chose de concret sur une grande idée. Quand vous dites « moi, je respecte Dieu », on te dit « ok ». Mais Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e, il a arrêté de créer. Alors toi, 6 jours, tu vas travailler, le 7e, tu vas arrêter de travailler. De la même façon, tu crois en la République, qu'est-ce que tu changes de ta façon de faire? Je m'occupe de ceux qui sont en état de faiblesse, de ceux qui sont en état de manque. Je participe au combat pour défendre des valeurs qui sont liberté, égalité, fraternité. Bref, je m'engage et je ne suis pas un suiviste. Et il se trouve que c'est ce que Kaplan avait appelé les valeurs convergentes du judaïsme et de la République, et c'est quelque chose d'essentiel. Et alors c'est quelque chose d'essentiel, et ça fait aussi partie de votre judaïsme. Oui, parce qu'il y a une rencontre des deux visions convergentes. Une rencontre de l'engagement, rencontre de la responsabilité. Vous savez, que vous parliez ou que vous recherchiez la fraternité parce que le 11 janvier 2015, en défilant dans les rues de Paris avec plus de 4 millions de personnes, enfin, toute la France, j'ai pu ressentir, en fait, rétroactivement, le manque de fraternité qu'il y avait, puisque là, on percevait ce souffle de fraternité. Donc, que vous retrouviez cette fraternité à ce moment-là, ou que vous la retrouviez parce que vous voulez, comme le dit le livre de la Genèse, « Et achai anochi mebakesh », ce que dit Joseph, « je cherche mes frères », la fraternité, vous l'avez dans les deux versants de nos vies. Vous l'avez dans le versant juif et dans le versant républicain. Versant juif, versant républicain, aussi les penseurs. Hein. Parce que en quoi non seulement la Bible, vous venez de citer la Genèse, mais aussi Platon, les penseurs grecs, Kant, Philon aussi, le penseur juif d'Alexandrie, Yehuda Halevi ou Maïmonide, peuvent nous être utiles aujourd'hui. Comment un texte venu de l'Antiquité peut-il éclairer nos problématiques contemporaines? Parce que ces textes sont toujours contextualisés, toujours, et répondent aux grandes questions de l'humain. La haine, l'amour, la peur, l'angoisse, l'espérance. Et quand on voit l'histoire des patriarches et des matriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rachel, Léa, Rebecca, on voit pas uniquement les histoires de ces personnes. C'est à travers ces personnages, nos histoires, nos sentiments, nos peurs et nos espérances. Et donc, qui ont traversé les millénaires. Hein. Oui, mais qui sont le propre de l'humain. Et la Torah, c'est notre histoire. Moi, j'avais mon maître, le grand Mashushna, qui disait toujours une chose merveilleuse. Si tu as vu un verset de la Bible et que tu n'as pas vu ce qu'il t'apprenait dans ta propre vie, réétudie-le, c'est que tu l'as mal compris. En fait, il faut que dans ces textes, on trouve ce qui se passe de la manière la plus contemporaine qui soit. Parce que ces textes éclairent, parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole des prophètes, et que c'est, au fond, notre vie, notre histoire. Alors justement, ça et j'arrive parce que, regardez, vous permettez un exemple? Juste un petit exemple. Oui. Dans le livre de l'Exode, là, la semaine dernière, on a vu un débat entre Pharaon et Moïse sur comment on laisse partir les Hébreux d'Égypte. Et au chapitre 10 de l'Exode, au verset 24, 25 et 26, Moïse dit à Pharaon, laisse partir les Hébreux. Pharaon dit, ok, je laisse partir les Hébreux, même les enfants, mais pas les troupeaux. Donne-moi les troupeaux. Laisse-moi les troupeaux en Égypte, allez servir votre Dieu. Et Moïse lui répond, pas du tout. Même toi, tu vas nous donner des sacrifices pour faire ces offrandes à l'Éternel et on partira avec nos troupeaux. Quel est l'enjeu? L'enjeu, il est très contemporain. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Alors voilà, vous pouvez dire, on a vu la négociation entre Pharaon et Moïse. Non, pour moi, l'enjeu, il est incroyablement contemporain. C'est ce que je vis tous les jours lorsque je me bats de sorte que les jeunes étudiants juifs puissent passer les examens, puissent faire leurs études supérieures sans avoir d'examen le Shabbat et le jour de fête. Pharaon dit à Moïse, la spiritualité, c'est formidable, allez faire la spiritualité, ayez la liberté de conscience, mais n'allez pas m'embêter avec de la pratique.
Et Moïse lui répond, la liberté de conscience sans la pratique n'est rien. Je veux pouvoir faire des sacrifices. Je veux pouvoir aller non seulement aimer Dieu, mais servir Dieu, c'est-à-dire avoir un comportement tout à fait particulier. Manger cachère, respecter le Shabbat, respecter les jours de fête, faire tout ce qui est le propre du judaïsme. En gros, c'est la racine du débat incroyable que nous avons aujourd'hui entre liberté de conscience et liberté de pratique religieuse. Or, la laïcité, c'est la liberté de pratique religieuse. Voilà ce texte qui est un peu ancien tout de même, qui éclaire ce que nous vivons aujourd'hui. Qui éclaire ce que nous vivons aujourd'hui, comme les penseurs qui se sont succédés depuis des millénaires éclairent ce que nous vivons aujourd'hui. Comme les poètes qui nous permettent d'accompagner une façon de comprendre le monde, peut-être par allusion, mais qui nous permettent de ne jamais nous enfermer dans le réel. Quand on s'enferme dans le réel, il y a deux façons de rater quelque chose d'immense. Être exclusivement dans le réel ou nier le réel. Le judaïsme a pris cette voie incroyable de toujours être ancré dans le réel, mais de s'élever, de ne pas rester, j'allais dire, dans la glaise. C'est ça, être citoyen ? Oui. C'est ne pas voir la situation telle qu'elle est, mais telle qu'elle peut devenir, en tout cas telle que moi, je peux la faire advenir. Et alors, vous citiez 2015, l'histoire de nos pays traversée de séquences de grandes violences, et donc nous venons de commémorer, comme vous l'avez dit, les massacres de novembre 2015, Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher, aussi l'assassinat de la policière Clarissa Jean-Philippe, et aussi Ahmed Birabé. En quoi cette séquence que nous traversons... Et Franck Ben Solarou. Et le policier de Charlie. En quoi cette séquence que nous traversons depuis 2015 est spécifique ? Parce qu'avec les procès qu'il y a eu, on a beaucoup parlé de ça, et c'est Samuel Sandler qui m'a donné cette clé pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Paradoxalement, vous parlez dans la rue avec les personnes, vous êtes journaliste, vous devez voir ça, même entre vous les journalistes. Les gens connaissent beaucoup plus le nom des assassins que le nom des victimes. Mmh. Voilà pourquoi moi je tiens à donner le nom des victimes. Et leur prénom. Je dis, oui, Jonathan Sandler, Gabriel Sandler, Harry Sandler, Miramon Sonego, lorsque nous étions à Toulouse, Philippe Braham, Yohann Tab, Johan Cohen et François Michel Saada, pour les gens d'Hyper Cacher. Et je pourrais vous donner aussi celles et ceux de Charlie. Mais je crois qu'il y a un engagement à comprendre que là, il s'est passé quelque chose qui a percuter notre société dans une sorte de sentiment d'innocence, même si on avait des attentats, mais ceux-ci ont été terrifiants. Et puis après, il y a eu le Bataclan et les terrasses de café, le Stade de France, Bataclan, terrasses de café, où on n'a plus pu dire, en France, ça concerne que les juifs, les journalistes, les policiers, les militaires. Ça concernait tout le monde. Et je crois que là, il y a eu un sentiment d'obligation collectivement de reprendre en main certaines choses. Et remarquez que l'état d'urgence n'a été décrété qu'à ce moment-là, pas après l'Hyper Cacher et Charlie, non, après le Bataclan et les terrasses. Comme si avant, on était dans quelque chose qui peut arriver. Qui ne concernait pas tout le monde. Qui peut arriver, mais qui ne concerne pas l'ensemble de la société. Et alors, comment on est arrivé justement à devoir se poser cette question de ce qui nous unit et aussi cette question du vivre ensemble? Parce que une société comme la France a à la fois des soucis, mais enfin, fondamentalement, on est quand même un pays incroyablement accueillant, tolérant, ouvert. Et on voit, juste voyons par rapport au nombre de personnes qui veulent venir chez nous. Alors, il y en a qui veulent partir, c'est vrai. Mais voyons le nombre de personnes qui veulent. Et on a ce don de toujours de considérer que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais et vous dites, on a tort ? C'est ce que les Hébreux ont fait dans le désert. Hein. Les Hébreux dans le désert, ils ont dit quoi à Moïse ? Ouais, on est dans le désert, le pain nous tombe tout cuit, j'allais dire. De la manne nous tombe du ciel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a dit dans le désert ? On a dit à Moïse, on en a marre, on regrette les poissons et les concombres et les oignons qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Parce que vraiment, c'était gratuit en Égypte, il n'y avait pas aussi un esclavage. Mais on a toujours tendance à trouver qu'avant, c'était mieux. Donc, il faut voir notre société telle qu'elle est, avec ses avantages et ses faiblesses. Si on faisait un SWOT comme le BCG, on dirait, il y a des forces, des faiblesses, il y a des opportunités et des menaces. Les menaces, c'est la perte d'identité, le sentiment d'appartenir à un même espace. Mais les forces, c'est toute notre histoire qui fonde finalement une façon d'être français. C'est aussi
le fait que nous sommes un pays de brassage et que nous sommes un pays qui a toujours été capable de se réinventer. Donc il faut réinventer le pays. Vous parliez de laïcité hein, il y a un instant. La République laïque, est-ce qu'elle doit ignorer ou plutôt favoriser le fait religieux? C'est quoi pour vous la laïcité? Enfin, une république... Parce que c'est une question que l'on entend dans le débat. Enfin, vous êtes un spécialiste. Mais oui, la laïcité, c'est pas l'oblitération du fait religieux. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. L'athéisme. Voilà. Dans la laïcité, il peut y avoir l'athéisme pour ceux qui le désirent. Mais il n'y a pas l'athéisme obligatoire. Ça, on a connu ça derrière le mur de Berlin. Donc, on voit bien que la laïcité, c'est la liberté de pratique religieuse. C'est la ligne, en 1905, c'est la ligne, c'est pas la ligne Combes qui l'a emporté. C'est la ligne des grands... c'est Briand. C'est la ligne de Briand qui l'emporte. C'est la ligne de ceux qui disent la laïcité soit une loi de liberté religieuse avec la neutralité de l'État. Et avec la neutralité de l'État... Et ça, c'est essentiel. Au XIXe siècle, la règle des Juifs était, des Juifs de France, la loi de ton pays est ta loi. Mais c'est pas ça au XIXe siècle, pardon. C'est dans le Talmud. Oui, mais c'est ça aussi la laïcité. Mais aujourd'hui, c'est ça. Oui, mais ça remonte aussi dans les textes. L'intelligence de cette rencontre entre le judaïsme et la France, c'est qu'aucune loi française ne vient nous empêcher de vivre notre foi. Il n'y a pas une loi qui nous dit « ne fais pas ça alors que c'est marqué dans la Bible ». Non, jamais. Le génie de la laïcité française, c'est de faire en sorte de garantir la liberté de pratique religieuse. Et vous dites aussi, dans votre livre, hein, Réinventer les aurores, que celui qui va reparaître en édition de poche. Ah bon? Oui, je suis très fier, si je peux un peu faire de pub. Non, franchement, j'étais très fier de cela. Parce que beaucoup de gens ont pensé qu'il avait été écrit après le Covid. En fait, il avait été écrit avant le Covid. Et il y a vraiment... C'est vrai, qu'en le regardant à nouveau, je me suis rendu compte que j'avais anticipé sur les grandes questions, notamment sur la peur du futur. Et alors justement, vous dites le rêve républicain, votre rêve républicain, il est menacé par des forces centrifuges. C'est quoi ces forces centrifuges? Ce sont des forces qui obligent des personnes à n'être qu'entre elles. Pour ne pas dire à ne vivre qu'en autarcie absolue. Exclure les autres. Oui. Une forme, on appelle ça le séparatisme. En fait, c'est dire je suis moi parce que je peux exclure quelqu'un. C'est la différence entre le nationalisme et le patriotisme. Le nationalisme, on exclut quelqu'un. Le patriotisme, on voudrait ramener tout le monde à notre vision d'amour du pays. Maintenant, je vois bien qu'en France, il y a des personnes qui ont tellement peur de la diversité qu'elles s'enferment, ces personnes, dans une identité fantasmée, dont elles-mêmes ne sont parfois même pas porteuses. C'est comme quand, d'une certaine manière, sans vouloir jouer à l'historien absolu, mais c'est comme quand on définit, je sais pas moi, les nazis définissaient un homme genre grand, blond, etc., arien. Et regardez leurs dirigeants, j'en vois pas beaucoup qui ont des têtes d'arien. Non mais honnêtement, vous regardez tous les dirigeants nazis. Ils étaient plutôt bruns, pas très grands. Peu importe. Voilà. En fait, c'est l'idéologie une vision derrière. fantasmée. Et moi, je me dis qu'en France, on ne peut pas faire cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fantasmer une identité française qui ferait l'économie de tous les apports qui ont été ceux de tant et tant de générations qui sont arrivées. Je vois de quoi vous parlez. On va en parler un peu. Oui, mais l'identité, c'est important. Je parle de la vie de tous les jours qui veut que la France, en hébreu, c'est tsarfat, un creuset, qu'un creuset, on met des choses différentes pour faire un alliage unique. Avec aussi cette question autour de la place de l'islam en France. Et une source de confusion, ceux qui considèrent que l'islam et l'islamisme, c'est pareil. La place de l'islam en France ne se pose pas que maintenant. Quand on va libérer l'Algérie, je dis libérer parce qu'il y avait tous nos navires étaient attaqués en permanence, donc à un moment on a eu marre, on débarque à Sidi Ferrouche en 1830, on combat pour sécuriser les lieux, on s'installe en Algérie, puis on a des combats terribles contre Abdelkader. Bien. On fait prisonnier, et finalement il décide de faire la paix des braves, et il devient par la suite quoi? Grand croix de la Légion d'honneur. Au même moment, fin du 19e siècle, qu'est-ce qu'on a? L'orientalisme qui vient submerger l'art en France, de la croix, cette sorte de tendresse incroyable qui va durer jusqu'au milieu du 20e siècle, avec des gens comme Massinon, etc., qui vont embellir, d'une certaine manière, l'islam. On a 1924, où l'État, malgré la loi de 1905, qui est très proche, l'État, elle a 20 ans, moins de 20 ans, l'État finance la construction de la grande mosquée de Paris pour remercier les soldats musulmans qui ont combattu pour la France. Et pourquoi on a oublié ça aujourd'hui? Voilà pourquoi on a refait un monument en mémoire des soldats musulmans morts pour la France,
Voilà pourquoi on ne peut pas méconnaître l'histoire. Et donc, ne pas méconnaître l'histoire, c'est dire qu'on a cheminé longtemps ensemble. Et donc, le cheminement apprend à se connaître, et c'est probablement que les uns et les autres vivent mal à la fois leur citoyenneté et leur foi. Une partie de l'islam, de certains musulmans, refusent de faire ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation des textes. Moi, j'ai pas vocation à le faire à la place des musulmans, c'est à eux de le faire. Une sorte de Talmud. L'interprétation des textes permet de leur donner un sens compatible avec la vie avec d'autres. Mais on le fait tellement par habitude dans la Torah que, par exemple, quand les gens nous disent « oui, la loi du talion, c'est scandaleux, vos textes, calmons-nous. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, on n'a jamais dit qu'il fallait crever l'œil de quelqu'un qui avait crevé l'œil ou cassé la dent. On dédommage. Donc on voit bien comment on a interprété ce texte. Les rabbins du Talmud, de la Mishnah, puis du Talmud ont interprété ce texte, qui vient corroborer ce souffle d'humanisme qu'il y a dans le texte de la Torah, et qui nous rappelle que jamais on peut faire du mal à quelqu'un en se fondant sur un texte religieux. Il faut le rappeler un peu partout dans le monde. L'antisémitisme dans la France d'aujourd'hui, Chaim Corsia, on a tué des juifs en France, des juifs de France parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils étaient juifs. Donc il y a eu Toulouse, Ilan Halimi, l'hypercachère, vous en parliez à l'instant, Sarah Halimi, Mireille Knoll. Est-ce à dire que l'État, que le gouvernement, la société française ont failli? Chaque acte antisémite, c'est pour ça que je me tue à expliquer que c'est pas un chiffre qui peut baisser, qui peut monter. Là, les chiffres qu'on a vus là, c'est une augmentation incroyable, plus 119% par rapport à 2020, mais c'est moins 28% par rapport à 2019. Peu importe, c'est toujours un de trop. Et chaque cas est une insulte à la citoyenneté. Ce qu'il faut, c'est porter plainte. Et vraiment, il y a un gros travail qui est fait par les équipes du SPCJ pour voir pour protéger les institutions communautaires, pour dénombrer les faits, les agressions, pour encourager les personnes à aller porter plainte. Le consistoire, à travers à la fois ces structures d'organisation, mais aussi par bénévolat de tant d'avocats, parce que le président du consistoire, Maître Elie Korcha, est avocat. Le nouveau président du consistoire. On a toujours aidé les familles à porter plainte. Les avocats prennent beaucoup d'affaires pro bono pour accompagner ces familles dans un moment de grande solitude, c'est-à-dire de désespérance. Comment en France ça peut exister? Et je crois qu'il y a eu un changement de paradigme quand les politiques ont compris que l'antisémitisme était un marqueur terrible de la désagrégation de la société. Et remarquez, Gilets jaunes, ça a dérivé sur l'antisémitisme. Les anti-vax, antisémitisme. Les anti-présidents de la République ont le droit de ne pas être pour le président. Ça vient l'antisémitisme. Avec des campagnes antisémites visant le président de la République. Oui, parce qu'il a eu le malheur de travailler à la Banque Rothschild, alors qu'il aurait mieux fait de travailler à la banque, je sais pas moi, Société Générale, et personne ne l'aurait embêté. Donc, on voit bien là que l'antisémitisme est le marqueur d'une faiblesse de la société qui frappe à la fois malheureusement tous les milieux et qui continue, écoutez bien ce que je vous dis, même plus à bas bruit. Parfois, il était à bas bruit comme une sorte de bruit de fond de la société. Maintenant, il s'exprime sans vergogne. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Une sorte de déculpabilisation. Je crois que Internet fait beaucoup de mal. Et puis, les paroles des uns ou des autres ont déculpabilisé la possibilité de dire des choses indicibles. Et alors, on parlera de ça tout à l'heure, mais est-ce que vous faites un lien? Beaucoup de choses à aborder tout à l'heure. Oui, il y a beaucoup de choses, mais l'émission est longue et on a le temps. On parlait de ces meurtres antisémites, de ces massacres antisémites. Vous faites un lien, vous, entre islamo-gauchisme et antisémitisme, ce nouvel antisémitisme d'une jeunesse de banlieue obnubilée par la haine d'Israël? J'arrive pas à faire la différence entre nouvel antisémitisme et ancien antisémitisme. L'antisémitisme, c'est de l'antisémitisme, il faut le combattre avec la dernière énergie, parce que il s'agit aussi de sauver des personnes qui vivent dans des environnements compliqués, parfois dangereux, insupportables. Moi, je pense aux gens qui peuvent même pas, ou en tout cas qui se sentent en danger dès qu'ils sortent de chez eux. C'est une question de société. Comment se fait-il que la synagogue de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, a fermé? Parce qu'il y avait une impossibilité à vivre avec les familles sont parties. Pourquoi la synagogue de Maurepas, dans les Yvelines, a accueilli tous les anciens fidèles de la synagogue de Trappes?
comme s'il était impossible d'avoir une synagogue à Trappes. Est-ce que c'est pas une question qui est posée aussi aux citoyens de Trappes, à la préfecture des Yvelines, au gouvernement? Et au pouvoir public, oui. Au gouvernement, quel qu'il soit. La réalité, c'est que quand il y a une impossibilité de vivre quelque part pour les Juifs, l'histoire a montré que c'est toujours impossible pour les gens de bien. Et alors, il faut le dire aussi, monsieur le grand rabbin, on parle de l'antisémitisme, mais tous les racismes se valent. On parle d'antisémitisme, on dénonce aussi le racisme anti-musulman, anti-noir. Vous avez une réunion de lutte contre l'antisémitisme, ouais, avec les services de Matignon, avec tous les responsables des communautaires, avec la responsable, la patronne de la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, lutte LGBT. On voit bien comment ces haines viennent des mêmes personnes contre, à peu de choses près, les mêmes personnes. Peu importe le moment, la façon, c'est toujours la haine qui vise à dire... on veut pas de différence. Vous êtes un corps étranger. Non, mais refuse la différence. C'est le paradoxe. Dans un monde qui survalorise la différence, il y a des gens qui vous disent, mais pas ta différence, pas ce que tu es. Et au fond, quel est ce rêve mythique de ces fous furieux? Un monde uniforme. Mais uniforme fondé sur quoi? Sur qui? Quel est le modèle? Sur la disparition des autres, quelque part. La disparition des autres. Alors justement, la Torah vient nous dire, regarde, Adam a été créé un, pour que personne ne puisse dire, mon origine est plus digne, plus méritante que la tienne, que mon sang, on dirait, est plus bleu que le tien. Ben, je crois qu'il faut entendre ce message de la Torah. Et alors justement, réinventer les horreurs, le titre de votre livre, peut signifier aussi réparer le monde. Ce que le judaïsme appelle le tikkun olam. En quoi c'est essentiel dans la société d'aujourd'hui? Puis c'est lié à ce que vous venez de dire d'ailleurs. Parce que c'est une façon de ne jamais abdiquer. De ne jamais considérer qu'on peut rien faire, c'est loin de chez moi, je suis pas concerné. On a vu là dans le monde que, alors on l'avait déjà compris à l'époque, sur le principe du battement d'ailes de papillon d'un côté qui peut créer un typhon de l'autre bout du monde. Mais un volcan, enfin l'éruption d'un volcan en Islande a bloqué tout le trafic aérien mondial. Pendant des mois? Pendant des semaines en tout cas. 2 semaines, oui. Une pandémie, un petit pangolin qui a fait... Ça bloque le monde? Ça depuis 2 ans. Donc on voit bien que nous sommes tous interdépendants. Et que quand la mondialisation. Oui, mais la mondialisation, voyons-la différemment, comme le Talmud l'explique, raconte qu'il y avait quelqu'un dans un bateau qui a commencé à faire un trou sous son siège dans le bateau. Alors les autres lui ont dit, mais t'es fou, quoi. Mais il dit, c'est ma place, je fais ce que je veux. Il lui explique, mais si tu fais un trou sous ta place, c'est tout le bateau qui coule avec nous. Donc en fait, nous sommes interdépendants. Et si on accepte le racisme contre l'un ou l'autre, alors on est soi-même victime, un jour ou l'autre, du racisme. Et il faut entendre cette pulsion de défense de l'autre qui est au cœur de la Torah, parce que la Torah nous répète à de si nombreuses reprises, tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en terre d'Égypte. Maintenant, j'ai pas dit qu'il faut aimer le voyou, le dangereux, le méchant, le gangster, le voleur, le tueur, pas ça. Tu aimeras l'étranger. Tu ne supposeras pas que l'étranger est moins humain que toi. Après, oui, dans une société, à un moment, il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté, donc tu aimeras l'étranger, tout ça, on va pas en parler tout à l'heure. Ça ne doit pas empêcher l'étranger d'être aimé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un humain aussi digne que moi. Et pas rejeté pour ce qu'il est. Non. Voilà, aimer pour ce qu'il est, pas rejeter pour ce qu'il est. Alors vous aimez citer Léonard Cohen, il y a une faille en chaque chose, et c'est par ces failles que la lumière passe. Parce que ça, c'est dans Anthem. Ouais. C'est un album magnifique. Mais dans le dernier album qu'il a fait juste avant de mourir, en fait, il y en a un autre posthume. C'est lui qu'il a fait juste avant de mourir. Dans la première chanson de cet album, il dit « I'm ready, my Lord ». Je suis prêt, mon Dieu, comme s'il pressentait sa mort 3 mois après. On a dit que c'était un disque, testament. Oui, c'est pas impossible. Il enregistre cette chanson avec le chœur de sa synagogue à Montréal, et c'est Hineni. Hineni. Hineni, ça veut dire « me voici ». Et je pense que il y a là tout l'engagement qu'on doit prendre à assumer sa part. Me voici à ne pas accepter qu'on m'assigne une identité limitée. Me voici prêt à aider celles et ceux qui en ont besoin. Me voici prêt à m'engager pour la tzedaka. Me voici prêt à être le 10e dans le minyan quand il manque quelqu'un au minyan. Et on sait que parfois, certains attendent. Moi, j'ai vu des offices où on attend et on espère presque comme le Messie, le 10e qui vient nous compléter le minyan. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi je vais me laisser défait ce matin? Je vais me lever. Il a dit, me voici, présent aux autres. Et il permet à des personnes de dire, Kaddish, ça peut paraître rien, c'est un engagement. Voilà cette idée, me voici. Et pourquoi je vous ai cité Léonard Cohen? Parce que c'est quelque part
la possibilité de vaincre l'obscurité, de faire émerger la lumière de ce qui nous paraît noir. C'est un peu Soulage aussi. Hein. Ouais. Hein? C'est ma vision de Soulage qui a ce génie de rendre lumineux ce qu'il a appelé lui-même l'outre noir. L'autre, alors, qu'est-ce que ça implique dans la vie quotidienne? Ça implique d'être capable de ne pas voir tout sombre quand il y a une chose ou deux choses qui vont pas bien. Il y a des gens qui ont le don de ne voir que ce qui marche pas. Il y a aussi des choses qui marchent. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir un minimum de côté positif, de vision positive du monde et de la société, parce que le judaïsme nous a appris ça, nous a appris quand les choses arrivent, Gamzou les Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ça veut dire qu'on doit fabriquer du bien à partir de tout ce que Dieu nous donne, parce que Dieu ne peut donner que du bien. C'est-à-dire qu'il faut espérer en dépit de tous les problèmes que nous traversons. Oui. Hein, c'est ça. Et la République que c'est le rabbin Libère, pendant la guerre, qui continue à faire la prière pour la République. C'est tous ces hommes, ces femmes qui ont décidé de s'engager pour sauver des Juifs pendant la guerre. Mais c'est aujourd'hui, alors évidemment à une tellement moindre mesure, ces personnes qui n'acceptent pas la fatalité de la pauvreté, de la solitude, ces personnes qui vont visiter les malades, qui vont voir les personnes âgées. C'est tout cet investissement personnel pour rendre la société plus fraternelle, en fait, plus belle. Et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui... Et ça, c'est pas merveilleux, tout ça? Ça existe. Oui, bien sûr. D'accord avec moi que ça existe. Donc, plutôt que de nous désoler, c'est Marguerite Yourcenar qui dit ça, plutôt que de nous désoler sur ce qui n'est plus, réjouissons-nous pour ce que nous avons connu. Et est-ce que aujourd'hui vous dites la République est en danger, Raïm Korsia? Non, la République est toujours une conquête à faire. On peut jamais considérer qu'on a fait le travail. De la même façon que la Révolution française n'est jamais terminée. Il y a encore des choses à comprendre, à expliquer, à vivre, à faire advenir. Et la République, si on considère qu'on a fini les choses, alors on se laisse aller, qu'est-ce qu'on fait? Plus rien. Non, c'est toujours une conquête. Vous savez, le monde, il vous paraît bien, Dieu l'a construit, donc il est formidable, le monde. Et pourtant, de Dieu, on dit Mechadesh, Becholiom et Tuvo Maaseh Bereshit. Traduction. Ça veut dire Dieu renouvelle tous les jours dans sa bonté la création du monde. Donc moi, je me dis, si Dieu lui-même renouvelle tous les jours à la création du monde, je peux essayer de renouveler, ou en tout cas de réinventer la République. Alors, je vais pas citer Dieu. Une fois de temps en temps. Je vais pas citer Dieu, je vais vous citer vous. Vous pourrez citer Dieu. Raïm Korsia. La démocratie est un bien si précieux que de la remettre en cause en permanence revient à fracasser notre édifice social et à rejeter le principe de l'élection qui est à la base de la République. Oui. Et c'est ce qu'on voit depuis les bonnets rouges. Les bonnets rouges. Non, les bonnets rouges. Non, les bonnets rouges en Bretagne, c'était très localisé. Les gilets jaunes et puis les antivax. Voilà. Disons, non, pardon. On le voit depuis le moment où l'élection n'a plus été cette onction pour un temps donné, où quelqu'un est gagnant, quelqu'un est battu. D'habitude, le battu félicite le gagnant. Là, on a vu quelque chose de nouveau apparaître. C'est rien, c'est un vol d'élection, c'est pas possible. 2017, hein. Oui. Et d'ailleurs, même en 2012 avec François Hollande, ça a été pareil. Exactement. Mais si j'ai bonne mémoire, en 2007 aussi, c'était. En 2007, oui. Mais... On remet en cause la démocratie, en disant on a voté, ouais. mais c'est pas ça. Et puis, il y a eu l'abstention, donc s'il n'y avait pas eu l'abstention, je serais le gagnant, donc je suis le gagnant. En tout cas, je suis le gagnant moral. À un moment, cette mise en risque de la parole du peuple, elle devient terrifiante, parce que par quoi vous remplacez la parole du peuple? Par la force. Et la force, elle fait toujours des dégâts. Alors justement, moi je crois qu'il faut revenir à ce réenchantement de l'engagement du peuple. Alors évidemment, il faut pousser le peuple, peut-être par l'obligation du vote. Ah oui, vous croyez? Moi je dis que si on met un avertissement à quelqu'un qui vote pas, puis une amende à celui qui vote pas la deuxième fois, puis on le squeeze de tous les emplois publics quand il vote pas, croyez-moi, il y aura un peu plus de vote. C'est-à-dire pas un passeport vaccinal, un passeport du vote, c'est ça? Mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? On s'est battu pendant combien de siècles pour avoir un homme, une voix, une femme, une voix? Combien de siècles on a fait à passer pour ça? Et maintenant, les gens galvaudent ce droit de vote en disant « ça sert à rien, ça m'intéresse pas, je me sens pas représenté ». Mais viens voter blanc, viens dire « aucun des candidats ne me plaît », mais exprime-toi. Et c'est le fait de s'exprimer qui, je crois, revalorisera
la réalité des choix du peuple. Alors, avec ce qu'on remarque, c'est-à-dire la montée de la haine et même des violences contre les élus, quel regard vous portez sur cette montée inquiétante des violences contre les élus sur fond d'abord de la crise des Gilets jaunes, puis du débat autour du pass sanitaire et maintenant autour du pass vaccinal? Qu'est-ce que cela dit de l'état de la France, de la société française, d'abord, ça dit de la démocratie française? Ça dit une menace incroyable sur la raison, sur la science, le progrès. Ça, c'est les médecins, c'est le problème de santé. On comprenne pourquoi, dans le pays qui a inventé le vaccin, on a autant d'anti-vaccins. Et c'est pas récent. Rappelez-vous que Agnès Buzyn, ministre de la Santé, avait imposé 11 vaccins obligatoires parce que les gens, à 59%, disaient « je veux pas vacciner ». Enfin, il faut comprendre juste que... Il faut m'expliquer d'ailleurs la différence entre le vaccin, on me dit « je sais pas ce qu'il y a dedans ». Vous savez, vous, ce qu'il y a dans l'ibuprofène, ou dans le machin, l'aspirine qu'on prend en permanence, ou dans le sirop Toplexil dans le Toplexil, qui calme nos petites toux que nous avons. Est-ce que vous savez, vous, et qu'il faut dormir, Oui, il faut pas les prendre le matin. Voilà. On m'explique bien qu'il faut les prendre que en fin de journée, parce que ça fait un peu dormir. Voilà. Mais voilà, ça vous inquiète pas de savoir que ça fait dormir? Et on ne sait pas ce qu'il y a dans un avion quand on prend l'avion non plus. On ne sait pas. Et brusquement, les gens me disent « je veux comprendre ». Comprendre. En fait, c'est tourner le dos au progrès. Et c'est incroyable. Parce que c'est le rejet d'une espérance à réparer le monde, à s'engager dans le monde. C'est le rejet de tout son propre. Oui, c'est le rejet de la possibilité de réparer les failles que Dieu instille dans le monde pour nous rendre co-gestionnaires du monde. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui soufflent sur les braises anti-vaccin, anti-pass, comme, je vais en citer deux. Florian Philippot ou Dupont-Aignan. Ou d'autres, tous les anti-vax, qui poussent des gens à ne pas se vacciner, et puis derrière, il y a des morts. Ouais. Moi, je préfère entendre le pape, qui a dit « se faire vacciner est un acte d'amour ». Mais un politique qui dit le contraire, il est responsable ou il est irresponsable? On comprend qu'il cherche à jouer sur la motivation surreprésentée des fous furieux qui doutent de tout. En fait, dans cette société de la défiance, installe la défiance comme moteur de la rancœur, de la haine et donc du ressentiment. Et on ne construit rien avec la colère, rien avec la haine, rien avec le ressentiment. Jamais. Et qu'est-ce que vous pensez de l'état du débat politique? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus d'ailleurs? Les effets de la crise sanitaire ou l'état du débat politique à 3 mois de la présidentielle? Non, cette violence dont vous parlez contre les élus, mais contre tout le monde. Cette violence qui fait que dans les débats que vous pouvez entrevoir, moi je passe pas beaucoup de temps à les regarder pour ne pas dire jamais. C'est une caricature, honnêtement. Je veux pas dire un tel ou tel. J'ai l'impression d'entendre les commentaires de football, où je sais d'avance ce qu'ils vont dire. Quand vous écoutez un commentaire Vous êtes un fan de foot, hein? Oui, c'est pas compliqué. Le football, il vous dit quoi? Bon, le principal, c'est les 3 points. Et on prend les matchs les uns après les autres, parce qu'en fait, il n'y a pas de petite équipe. Voilà, je vous ai fait la base du commentaire footballistique. Et maintenant, les politiques ne cherchent qu'une punchline, c'est-à-dire une phrase qui va plaire. Et je les repère, moi, quand j'entends. Je les repère quand, je sais pas moi, un ministre dit... il a pas tort, d'ailleurs, il a raison même. Mais je vois bien que c'est une phrase pensée avant, qu'elle a mise sur une feuille, et dit ça, je l'ai placée à ce moment-là. Ils prennent des jeux de mots, des machins. Ça dit quoi de la pensée? En quoi il y a un débat et donc une possibilité d'accepter la pensée de l'autre? Et alors, justement, vous parlez de phrases. Le président de la République a eu raison de dire « je veux emmerder les non-vaccinés ». Il a eu raison? Vous l'auriez dit à sa place? En tout cas, je comprends. Vous le dites? Moi, je dis que je comprends très bien le principe de pourrir la vie à ceux qui ne veulent pas se vacciner parce qu'ils sont en train de nous la pourrir. En gros, oui, ils ne veulent pas se vacciner, ok, on ne peut pas les obliger, mais ils ne sont pas obligés d'aller au cinéma, ils ne sont pas obligés d'aller dans tout ce qui fait la vie sociale. Ils veulent pas. Vous leur dites à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui disent moi je ne veux pas vacciner. Ouais. Avec le président du consistoire, nous l'avons dit dans les synagogues pour qui pour. Nous avons dit, nous acceptons les gens vaccinés. Et il y a des communautés où les présidents ou les présidentes, je pense à une communauté en particulier, m'a alerté sur la présence d'une personne qui refusait de se faire vacciner. Je lui ai dit, tu l'as prévenu. Pas de synagogue. Hein? Pas de synagogue. Pas de synagogue. Mais il n'y a pas de mal, on n'est pas obligé. Ouais. Mais pourquoi? Mais il ne faut pas mettre en danger la vie d'autrui. Non. C'est ça qui est important. Je trouve que quand on voit ce qui se passe et quand on voit la contagion possible tellement rapidement, il faut remercier, moi je remercie les responsables communautaires de toute la France qui ont tenu des mesures draconiennes. On n'a plus de qui-douche, l'apéritif après l'office. Parce qu'on est debout et que par nature on est proche et qu'on enlève le masque. Et voilà, on va vivre sans qui-douche. Et je dois dire que c'est d'ailleurs le cas dans
toutes les communautés dans le monde. Je suis allé à New York récemment, c'est comme ça que ça se passe. Pas de kidouche. Pas de kidouche, pas d'apéritif après les offices. Enfin, si je me rappelle bien, le kidouche que j'avais fait à New York, il y avait un choulant au kidouche. Donc, ouais, mais il n'y a plus. Ah ouais, c'était quasiment un repas. Il n'y a plus, c'est fini. Hein, et juste de dire, autre question, que le débat politique aujourd'hui est hystérisé par un certain nombre de candidats à la présidentielle, dont ce fameux monsieur Z. Zemmour. Est-ce qu'il hystérise le débat, Zemmour ? Je pense qu'il y a cette recherche des punchlines. Cette recherche de la mobilisation de la partie la plus radicale du corps social, du corps électoral, parce que c'est celui qui va s'engager, celui qui va aller sur les réseaux sociaux. Ça peut pas fonctionner sur une aspiration à réconcilier l'ensemble des parties d'une société. Or, le principe de l'élection présidentielle, c'est de trouver la personne adéquate pour essayer de réconcilier tout le monde. Et c'est dur, parce que, par nature, quand vous décidez blanc, bah, y a une partie qui veut pas. Et elle veut différemment. Quand vous disiez noir, l'autre partie, elle veut pas. Donc, par nature, vous créez de la segmentation. Mais le discours doit être au moins un discours rassembleur. Alors, où est-ce que vous vous situez dans ce débat relancé par Zemmour et déjà ouvert par François Fillon en 2017 autour de l'assimilation comme symbole du modèle français ? Non. Ça, honnêtement, c'est faux. Tout le monde non, mais sait. c'est un débat qui est... Je m'en étais expliqué à l'époque avec François Fillon. Ouais. C'est bien un principe d'intégration qui dit qu'on n'a rien à abraser, rien à retirer de ce que nous sommes. Oui, parce que l'assimilation, quelque part, vous nous dites que c'est... L'assimilation, c'est pour être plus français, il faut être moins juif. C'est faux et archi faux. C'est la négation de ce qu'est le consistoire, dont la devise est religion et patrie. C'est pas moins de religion pour plus de patrie, c'est religion et patrie. Et d'ailleurs, c'est valable pour les juifs, mais c'est valable pour toutes les minorités, pour tout le monde. Et c'est valable pour les Bretons, pour les Corses, pour les Basques et pour les musulmans. Pas des Corses, trop risqué. Ouais. Mais en tout cas, c'est valable pour tout le monde. Bien sûr, intégration, assimilation, c'est la négation de ce qu'on est. C'est quelque part. Mais oui. Et écoutez, l'intégration et pas l'assimilation, ce qui fait qu'en France, nous sommes le pays au monde où il y a le plus de pizzerias. Et on a, comme un des plats très, très, très fréquents en France, le couscous. Donc on voit bien comment chacun apporte ce qu'il est dans notre histoire, avec une sédimentation longue, qui fait qu'à un moment, on se dit, mais ça, c'est de chez nous. Mais non, c'est pas de chez nous, ça vient de très loin. Mais maintenant, on l'a fait à notre façon. Et moi, je me dis, c'est exactement comme ça que le judaïsme a fonctionné, profondément attaché au respect d'un judaïsme authentique et profondément attaché aux valeurs républicaines. Alors, Raïm Korsia, vous êtes originaire d'Algérie, hein ? Non. Par votre famille, par votre famille. Je suis en France. Oui, mais par votre famille, vous êtes juif d'Algérie ou d'origine algérienne. Est-ce que vous êtes un juif berbère ? Moi, je suis français. Je sais pas ce que ça veut dire juif berbère. Je suis d'où vous voulez. Et moi, je refuse de me segmenter. Je peux être beaucoup plus ému par un chazan qui chante un chant de synagogue à l'ashkénaze. Je peux adorer un plat tunisien. Je peux... mais de partout nous vient cette façon d'être juif, c'est-à-dire d'être à la fois profondément et authentiquement attaché à la Torah et d'être en même temps universel. Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? C'est Zemmour. Moi, j'aime bien Zemmour qui dit « Je suis un juif berbère » et qui mène campagne autour de thèmes racistes. Il a oublié qu'il fallait se rappeler qu'on avait été esclave au pays de Pharaon, de la théorie du grand remplacement. Il réhabilite Pétain en disant qu'il a sauvé les juifs français. Il nie la Pardon. Ouais. Parlez-moi de Bible. Ouais, je vous dis après, vous répondez. Non, parlez-moi de Bible. Par exemple, parlez-moi d'Exode, chapitre 1, verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne connaissait pas l'Égypte, qui ne connaissait pas Joseph, pardon. Yaakov, Melech Hadash, Mitzraïm, Asher Loedet Yosef. Il dit à son peuple, attention, usons de ruse contre ce peuple, Avan itrakemalo penirbe, de peur qu'il augmente, Veaya kitikreda milchama, et ce sera lorsqu'il y aura une guerre, Venacham banu, il va combattre contre nous, Ve'ala minaret, ce qu'on pourrait traduire, il va monter sur la terre, il va nous remplacer sur la terre. Vous voyez, les grandes peurs millénaires sont toujours présentes. Et encore une fois, la Torah le montre. Le problème, c'est que celui qui dit ça, c'est Pharaon. Ouais, et là, c'est. Voilà. Je vous parle de Bible. Et là, il se dit. Je vous parle de Bible. Oui, mais moi, je vous pose des questions. Il se dit juif berbère. Et alors, quand ce Zemmour, donc, remet en cause, donc, le discours du Veldiv, réhabilite Pétain,
met en cause aussi l'innocence du capitaine Dreyfus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oublie le nom dont je parlais tout à l'heure, les noms des Sandler et la petite Miramont Sonego. Ouais. Ça me blesse et ça montre le chemin que nous avons encore à accomplir pour expliquer que douter de faits historiques, c'est au fond douter de tout, et que il y a des marqueurs dans la société et que ce sont des marqueurs qui font pas honneur à la France. Il faut pas honneur à la France quand on fait de la politique. Quand on veut faire de la politique, il faut connaître l'histoire. Il faut pas falsifier l'histoire. En tout cas, c'est jamais sur du faux qu'on construit quoi que ce soit. Et alors, vous avez eu cette phrase, Monsieur le Grand Rabbin, Éric Zemmour antisémite certainement, raciste évidemment. Et alors, depuis cette phrase, depuis que vous avez prononcé cette phrase, certains vous accusent au sein de la communauté juive d'avoir outrepassé votre rôle de grand rabbin en ciblant ainsi Éric Zemmour. Pardon, moi j'ai pas un rôle. Enfin, oui, j'ai pas un rôle politique. Est-ce que j'ai donné une consigne de vote? Voilà. Non. Ouais. Je pense qu'un rabbin ne peut pas donner une consigne de vote. En revanche, quand on dit Dreyfus était coupable ou qu'on doute de la culpabilité ou de l'innocence de Dreyfus, alors c'est un marqueur clair d'antisémitisme. Et je vais vous le démontrer. Ouais. Lorsque un colonel directeur du service historique des armées a écrit un texte où il écrivait « La thèse de l'innocence du capitaine Dreyfus est la plus communément acceptée », juste cette phrase où il ne doutait pas, il disait « la plus communément acceptée », il a mis 12 minutes à être viré de son poste. Il a été viré pourquoi? Pour antisémitisme. Après, vous interprétez comme donc Zemmour. Oui, mais je vous dis. Et qu'est-ce que vous interprétez comme oui, mais je sais, mais alors. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais. Je vais pas faire un gimmick. Et alors, parce que oui, c'est intéressant de vous avoir là-dessus. Quand les juifs se disent, ah, mais il est juif, il peut pas être antisémite. Zemmour. On peut tout inventer aujourd'hui. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas à me positionner en permanence par rapport aux uns ou aux autres. Et je pense que il est temps maintenant que dans la campagne viennent des véritables débats, des propositions sur l'économie, sur le partage des richesses, sur le partage des responsabilités, sur la fermeté pour lutter contre les malveillances, lutter contre la violence dans la société, lutter contre les agressions, lutter contre l'antisémitisme. Voilà ce que j'attends. Et alors, comment vous expliquez que des juifs français, Monsieur le rabbin, qui en soutenant Zemmour, sa réhabilitation de Pétain et sa campagne raciste, oublient l'histoire, oublient leur mémoire, oublient quelque part qui ils sont et les valeurs du judaïsme? Comment vous expliquez qu'il y a... Le prophète Jonas s'inquiète pour le ricin, l'arbre que Dieu lui a fait advenir et qui a disparu parce qu'un ver l'a dévoré. C'est le texte que nous lisons à Kippour, le texte de l'Haftara Kippour à Mincha. Et la fin, dernier verset de Jonas. Dieu lui dit, écoute, Jonas, tu as de la peine pour ce ricin que tu ne connaissais pas hier. Et moi, tu voudrais que je n'ai pas de peine pour les milliers de myriades d'habitants de Ninive qui ne connaissent ni leur droite ni leur gauche. Oui, nous sommes à une époque, aujourd'hui, où tous les repères semblent perdus. Et il faut reparler de ces repères, être capable de dire des choses simples, des choses dont on peut débattre et qui vont construire du lien et non pas qui vont détruire les liens entre. Et vous dites, je donne pas de consigne de vote. Qu'est-ce que vous dites aux juifs il faut pas voter Zemmour? Non, je donne pas de consigne. Je n'ai jamais donné de consigne. La seule chose que j'ai fait, et avec l'ensemble des responsables communautaires, c'est au moment des deuxièmes, d'abord de ne jamais faire voter pour les extrêmes, et puis au moment des deuxièmes tours, être capable d'empêcher des candidats qui ne portent aucun engagement républicain, et en tout cas sûrement pas celui de la diversité, celui du respect de ce qu'est le judaïsme, pour ne pas avoir le risque qu'ils arrivent au pouvoir. Parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, le grand rabbin Corsia vous lisez trop les réseaux est sociaux, un macroniste pur jus, il fait partie de la cour. C'est ce qu'on vous a répondu après votre phrase sur l'antisémitisme de Zemmour. Regardez, soit c'est faux, et donc vous pouvez pas propager des fausses nouvelles, ça s'appelle la shonara, et vous contribuez à les diffuser maintenant. Ceux qui ne l'avaient pas lu vont se dire, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, en tout cas ils vont discuter de ça. Et moi j'ai toujours respecté une neutralité qui est celle de ma fonction. En revanche, la neutralité ne veut pas dire être un couard et un pleutre, donc je m'engage quand les valeurs républicaines sont en danger, et je pense que, par exemple du Front National, quand le Front National dit il faudra plus de signes religieux dans la rue,
Est-ce que ça veut dire que moi, je dois cautionner quelqu'un qui va donc interdire la kippa, le chapeau, lequel chapeau en plus? Vous voyez, on rentre dans de l'impossible républicain. Et quand vous dites les extrêmes, les extrêmes. Les extrêmes, c'est qui pour vous aujourd'hui? C'est Mélenchon, les Zemmour, Le Pen, l'extrême gauche, l'extrême droite, tous ceux qui nient une réalité et qui développent à leur façon une forme d'antisémitisme ou un antisionisme qui est un antisémitisme avéré. C'est la définition de l'IRA. L'antisionisme est un antisémitisme. Ou un racisme tout court. Le racisme, c'est-à-dire le rejet d'une partie de la population en France, fait partie des lignes rouges qu'aucun républicain ne devrait accepter. Donc là, vous ne pouvez pas voter pour eux, vous-même, personnellement. J'ai eu l'ambition de le faire. Voilà. Et même l'idée. Et Zemmour, il est devenu l'alibi et la caution des antisémites. De quoi parleriez-vous si Zemmour n'existait pas? Oui, mais c'est vrai. Ouais. Parlons tant d'autres choses. Alors, vous avez parlé de la République. Parlons de l'aspiration à être capable de réenchanter l'engagement citoyen. Est-ce qu'on instaure dans les scrutins majoritaires, c'est-à-dire un peu d'engagement, un peu de... est-ce qu'on remet de la proportionnelle? Est-ce qu'on met... qu'est-ce qu'on fait pour réintéresser les citoyens au choix fait? C'était le sens de la dernière question de cette émission, Monsieur le Grand Rabbin Corsia. Comment retrouver l'essentiel, c'est-à-dire nos rêves et nos espérances? Comment rallumer les étoiles en 2022? D'abord dire les choses en sincérité et considérer que il faut purger tout ce mal, toute cette violence qu'il y a dans la société, et peut-être qu'une élection présidentielle, c'est le moment de purger tout cela. Et puis après, il faudra un temps de reconquête de l'espérance. Reconquête de l'espérance, c'est-à-dire non pas gérer à la petite semaine, mais être capable de faire la transformation de la société qui importe le plus, c'est-à-dire redonner de la confiance, redonner de l'espérance, redonner la réalité de la protection des citoyens, qu'aucun juif ne soit obligé de se cacher, de ne pas exister en tant que tel, de ne pas mettre sa mezouza à la porte, parce que ça existe, pour être lui-même. Et je pense que c'est la grandeur de la République de permettre cela, et j'espère qu'elle retrouvera cette grandeur. Merci en tout cas, Chaim Corsia, d'avoir accepté de participer à cette émission. Il n'a pas été question que de Zemmour, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Bonne fin de... Pas vous empêcher de finir sur lui. Voilà, bonne fin de journée sur Radio J, et à dimanche prochain. Merci. Alors qu'on pourrait parler de Benzema, on pourrait parler à l'équipe de France, on pourrait parler de Mbappé, il y a des choses marrantes. Oui. Non, mais on n'a pas beaucoup parlé de lui. Allez en parler. Et trop. La République nous appelle. Sachons vaincre. Et ça, on va savoir vaincre. Voilà, merci.